La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie anarchiste, la belle vie. Nous allons continuer donc la lecture offerte, s'il en est, d'un livre qui a été interdit par l'Église en 1858 et qui est donc de Proudhon, de la justice dans la Révolution et dans l'Église. Donc uniquement le tome premier, mais déjà, voilà. C'est tout ce qu'on a trouvé, c'est pour ça qu'on l'a payé si peu cher, c'est parce qu'il n'y avait que le tome 1. Donc nous en étions à la page 5. Toutefois, le doute sur la justice et la démoralisation qu'il traîne à sa suite, n'ajoutant pas sensiblement à la somme des délits et des crimes, l'homme d'État, à qui il suffit du respect extérieur de la loi, n'aura lieu jusque-là de s'en préoccuper. La statistique à la main, il montrerait que le crime est proportionnel au paupérisme, et cette moralité précieuse, que ne soutient plus la conscience, il la demanderait aux combinaisons de la commandite et de l'assurance. À la religion du droit et du devoir succéderait ainsi la religion des intérêts, et tout serait dit. L'ordre maintenu dans la rue, la force restant à la loi, l'homme d'État pourrait se reposer sur son œuvre, et l'on n'aurait plus qu'à répéter le proverbe « Le monde va tout seul ». Malheureusement, l'histoire montre que si la sûreté des personnes et des propriétés ne peut être sérieusement atteinte par le doute moral, il n'en est pas de même de la famille et de la société. Pour former une famille, pour que l'homme et la femme y trouvent la joie, on pourrait presque préciser l'homme et la femme, après ça c'est en 2015 qu'on rajouterait la personne, on dirait la personne, que ce soit un homme ou une femme, pour que l'homme et la femme y trouvent la joie et le calme auquel ils aspirent, sans lesquels, rapprochés par le désir, ils ne seront jamais qu'incomplètement unis, il faut une foi conjugale. J'entends par là une idée de leur mutuelle dignité qui, les élevant au-dessus des sens, les rendent l'un à l'autre encore plus sacrés que chers, et leur fasse de leur communauté féconde une religion plus douce que l'amour même. Sans cela, le mariage n'est qu'une société onéreuse, pleine de dégoût et d'ennui, que remplace bientôt et nécessairement l'amour libre. Page 6. De même, pour former une société, pour donner aux intérêts des personnes et des familles la sécurité qui est leur premier besoin, sans laquelle le travail se refuse. L'échange des produits et des valeurs devient escroquerie ou escroquerie, la richesse un guet-apens pour celui qui la possède. Il faut ce que j'appellerais une foi juridique qui, élevant les âmes au-dessus des appétits égoïstes, les rende plus heureuses du respect du droit d'autrui que de leur propre fortune. Sans cela, la société devient une mêlée où la loi du plus fort est remplacée par la loi du plus fourbe, où l'exploitation de l'homme succède au brigandage primitif, où la guerre a pour dernier mot la servitude, et la servitude pour garant la tyrannie. De même encore, pour former un État, pour conférer au pouvoir l'adhésion et la stabilité, il faut une foi politique, sans laquelle les citoyens, livrés aux pures attractions de l'individualisme, ne sauraient, quoi qu'ils fassent, être autre chose qu'un agrégat d'existences incohérentes et répulsives que dispersera comme poussière le premier souffle. N'avons-nous pas vu, depuis la Révolution, assez de défections et de palinodies? Comment un pouvoir subsisterait-il quand le mépris a envahi les âmes, quand ministres, sénateurs, magistrats, généraux, prélats, fonctionnaires, armées, bourgeoisie et plèbes sont aussi prompts à changer de prince
que le mobilier de la couronne. Par le scepticisme, l'attrait purement moral du mariage, de la génération, de la famille, l'attrait du travail et de la cité étant perdu, l'être social se dissout, la population même tend à s'éteindre. Là est le côté grave de l'immoralité actuelle, page 7. Tous, tant que nous sommes, que le doute moral a piqué, et qui avons acquis la conscience de notre solitude, nous nous sentons, par cette défaillance en nous de la justice, diminués de la meilleure partie de nous-mêmes, déchus de notre dignité, ce qui veut dire de notre virtualité sociale. N'est-ce pas déchéance, en effet, que ce sensualisme féroce, qui nous fait prendre en horreur le mariage et la génération, et nous pousse par l'amour à l'anéantissement de l'espèce? Le nombre des avortements et infanticides a doublé en 1856, dit le dernier rapport sur la justice criminelle. Le comble de la jouissance est dans la stérilité. Nous n'avons pas d'enfants, vous disent froidement ces jeunes époux. Est-ce le vœu de la nature et de la société? N'est-ce pas déchéance que ce manque de foi à la vertu du prochain et à la nôtre, qui, nous retenant à l'état de guerre latente, nous rend bon gré mal gré, indifférents à la cité, à la patrie, insoucieux des intérêts généraux et de la postérité? La certitude du droit et du devoir, abolie dans le cœur des hommes, la société expire donc, comme nul ne saurait être honnête avec la conviction intime de sa scélératesse. De même, nulle société ne saurait subsister avec l'opinion devenue générale qu'elle se compose en haut et en bas de canailles. Science et conscience de la justice, comme dit un savant professeur, voilà ce qui nous manque et dont la privation nous fait lentement, ignominieusement mourir. Page 8. Et voilà ce que la Révolution nous avait promis, ce qu'elle nous eût dès longtemps donné, si le malheur des temps et la faiblesse des âmes n'en eût retardé la glorieuse et définitive manifestation. Oui, cette foi juridique, sacramentelle, cette science du droit et du devoir, que nous cherchons partout en vain, que l'Église ne posséda jamais, et sans laquelle il nous est impossible de vivre, je dis que la Révolution en a produit tous les principes, que ces principes, à notre insu, nous régissent et nous soutiennent, mais que nous ne les comprenons pas, que tout en les désirant du fond du cœur, nous y répugnons par préjugés, et que c'est cette infidélité à nous-mêmes qui fait notre misère morale et notre servitude. Depuis 63 ans, la Révolution est par nous refoulée, travestie, calomniée, livrée à l'ennemi, dont nous avons repris la bannière. Et notre immoralité a grandi à mesure que nous nous sommes rapprochés du principe contre lequel s'étaient levés, mais que ne surent pas nier nos pères. 2. La contre-révolution, son impuissance. La France et l'Europe à sa suite est en pleine contre-révolution, toutes deux du même coup en pleine décadence. Ce fait vaut la peine que je m'y arrête, ceux qui s'en plaignent le plus étant loin d'en soupçonner les agents et les causes. Tout ce qui est sorti de la Révolution, depuis son origine, s'est successivement tourné contre elle, et en combattant la Révolution, a servi la dissolution, démocratie, empire, restauration, monarchie de juillet, république de 1848, système représentatif, centralisation, concordat, philosophie, économie politique, progrès industriel, institutions de crédit, socialisme, littérature. Page 9. Constatons en quelques pages rapides cet étonnant phénomène. Démocratie. Personne n'oserait nier que la Révolution ait eu pour objet d'émanciper les masses et d'assurer la prépondérance du travail sur la propriété. La Révolution est essentiellement démocratique, à tel point que la monarchie elle-même, transformée par la Révolution, a dû se dire, et se dit tous les jours, démocrate. Et moi aussi, malgré mon dédain des urnes populaires,
J'appartiens à la démocratie. Je ne me sépare point d'elle, et nul n'a le droit de m'en exclure. Suis-je donc traître ou scissionnaire parce que je dis que la démocratie est empoisonnée et que, plus que personne, elle a servi la contre-révolution? En prenant pour idéal l'utopie de Jean-Jacques Rousseau évidemment, en substituant la politique des instincts à celle des principes, en calquant son gouvernement sur celui de l'absolutisme, la démocratie a abouti au suicide de 93, aux mystiques atrocités de 94, aux défections de Thermidor et de Brumaire, aux élections trop oubliées de 1800 et 1804, à celles de 1848, 1851 et 1852, que j'espère on n'oubliera pas. Quel est le démocrate de bonne foi qui ose, à cette heure, affirmer la fermeté, la haute sagesse, la raison infaillible de la multitude, page 10. Et si vous abandonnez la multitude, si après l'avoir fait voter, vaille que vaille, en lui conduisant l'œil et la main, vous la remettez en tutelle, qu'est-ce que votre démocratie? Voilà, c'était donc la deuxième partie, évidemment. La suite, on va lire au fil des pages Proudhon, un classique de la littérature anarchiste, s'il en est. Voilà, la belle vie anarchiste. À bientôt. À bientôt. Et bien sûr, offert comme se veut la tradition libertaire. Et offert sans publicité, ça j'y tiens.